D'où je parle, l'Audace, Observatoire au fond des solidarités, et nous travaillons à essayer d'articuler, et c'était au cœur finalement des débats de ce début de soirée, la solidarité de droit, qui s'est beaucoup développée depuis 30 ans, et la solidarité d'implication qui reste, j'allais dire, à développer aujourd'hui. Le chantier est devant nous. Et puis je suis aussi accessoirement vice-président du RENES aux côtés de Pascal Collin, plus particulièrement en charge de la lutte contre l'excès de normes et probablement autour de la question des normes et de la question de l'excès de réglementation, on peut trouver un champ d'économie et pour retrouver de la liberté. Je vous livre une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'intervenais auprès d'étudiants de BTS, un BTS de Strasbourg, enfin des étudiants de Strasbourg qui étaient venus nous retrouver à l'Audace. Et il y avait des enseignants et j'évoquais ces questions de normes. Et il y a une enseignante qui a dit écoutez, je peux témoigner, je suis militante associative, je gère une structure, un chalet dans les Vosges qui accueille depuis 160 ans des enfants de tous âges. Et il y a quelques années, eh bien, on n'a pas changé sur les tranches d'âge. Et il y a quelques années, eh bien, nous n'avons plus eu notre agrément jeunesse et sport parce que les escaliers avaient 4 cm de trop. Eh ben oui, les enfants sont plus petits aujourd'hui, c'est bien connu. Hein, voilà. Et ben résultat, ils ont dû faire des travaux. Et puis on leur a demandé aussi des travaux en matière de sécurité. Et là, à nouveau, anecdote. Au moment de la commission de sécurité, le colonel des pompiers regarde d'un œil très intrigué tout l'équipement de colonnes sèches qu'ils ont dû, à la demande de leur autorité de tutelle, mettre en place dans ce chalet. Et il dit, mais pourquoi vous avez mis en place là ? Ah, on a été obligés, etc. Ben oui, mais c'est embêtant parce que nous, pompiers, on n'a pas le matériel pour faire fonctionner cela. Voilà, aberration des normes, mais résultat, c'est de l'argent qui est mobilisé, et cet argent qui est mobilisé pour ça, il ne fait pas autre chose. Et donc je crois que là, il y a une première urgence, je pense, fondamentale, on va étouffer sous les normes, c'est-à-dire les normes qui sont censées nous protéger, eh bien, vont finir par nous empêcher. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience, parce que ce n'est pas seulement une accusation vis-à-vis du Parlement, c'est aussi à nous tous de porter cette question, parce que je vous ferai remarquer que quand il y a un problème qui se pose, quel est le premier réflexe ? Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une réglementation pour gérer ce problème-là ? Et donc ce risque qui a été évoqué au niveau de l'économie sociale et solidaire, au fond, il faudrait aussi qu'on le porte tous ensemble. Eh bien oui, vivre c'est risqué. Et donc on ne peut pas demander à la puissance publique d'empêcher tous les risques. Et bien au contraire, il faut pouvoir prendre ces risques-là. Bien entendu, pas de manière inconsidérée. Et donc c'est un premier propos je voudrais porter, qui est non pas sur l'économie sociale et solidaire, mais sur l'environnement de l'économie sociale et solidaire, qui est au fond, dans quelle société vivons-nous ? Et ça, c'est important de se poser cette question. Nous vivons une mutation, j'allais dire, historique, certainement inédite dans l'histoire humaine, tant par son ampleur et par sa rapidité. Je ne reviendrai pas sur la mutation technologique, mais je prends souvent cet exemple. Regardez, le moteur à explosion, il a mis un siècle pour venir dans la maison, si je puis dire, à travers l'automobile. La micro-informatique, 20 ans, à peine. Et d'ailleurs, cette mutation technologique, elle est aussi accompagnée, ou en tout cas en parallèle, de multiples mutations. Par rapport aux âges, par rapport à la famille, par rapport à l'instruction, par rapport au travail, par rapport à notre relation avec les territoires. Et surtout, la mutation sur laquelle je voudrais insister, c'est une mutation sur notre rapport à l'autre. Si nous ne changeons pas notre rapport à l'autre, nous ne pourrons pas évoluer. Notre rapport à l'autre a été très structuré depuis 30 ans, par nous tous, encore une fois, je n'accuse personne, par une survalorisation de l'individualisme. Pour reprendre les propos de Jean Viard, nous sommes dans la société du bonheur individuel et du malheur collectif.
Il dit tout à travers cette formule. Bonheur individuel, c'est-à-dire préserver l'espace de chacun, l'épanouissement personnel pour ceux qui peuvent. Tout le monde ne peut pas. Et puis, à charge pour les autorités publiques de gérer tout ce qui ne va pas. Ça pouvait à peu près fonctionner tant que la planche à billets fonctionnait. Mais maintenant qu'on n'a plus de planche à billets, qu'on sait que l'argent est compté, eh bien ça ne peut plus fonctionner. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir se poser les bonnes questions. Et notamment, à travers ce rapport à l'autre, malgré la multiplication des modes de communication, des outils de communication, dont au passage d'ailleurs, on a plutôt tendance à en faire une finalité plutôt qu'un moyen, eh bien, on n'a jamais aussi peu parlé entre nous. Il y a des villes qui développent des métiers de médiation pour que les voisins se parlent. Quand même assez incroyable. Hein. J'ai été surpris hier soir, par hasard, je tombe sur, je ne fais pas de publicité, mais sur l'émission littéraire La Grande Librairie de Frédéric Bunel. Et au moment où il y a un échange entre différents écrivains, où ils disent tous, il y a un problème, on ne se parle plus. Et puis non seulement on ne se parle plus, mais surtout on se parle entre gens qui se ressemblent. Donc on se retrouve entre eux, finalement, on va retrouver les clans. Mais une société clanique, hein, bientôt, c'est la barbarie qui arrive. Et puis, ne voyez pas dans mon propos un quelconque, j'allais dire, nostalgie du passé. D'ailleurs, si vous voulez vous soigner de la nostalgie du passé, lisez le dernier livre de Michel Serres, C'était mieux avant. Et notamment dans un passage de ce livre, il évoque une rencontre avec une copine d'enfance qui lui dit « Tu sais Michel, à la maison, on n'avait pas de quoi manger tous les jours. Mais au moins, on parlait. Et on se parlait entre nous, et on se parlait avec les voisins. » Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que fondamentalement, et c'est un des constats que nous portons à l'audace, c'est que bien sûr la dimension économique de la question sociale, elle est importante. Mais elle est rendue encore plus délétère par sa dimension relationnelle, entendez les conséquences de l'affaiblissement du lien social, qui conduisent à du repli sur soi, à de l'isolement, de la défiance, de la peur, et puis une dimension que nous qualifions d'identitaire, et qui est que le grand aléa des repères collectifs fait que l'utilité sociale, la reconnaissance sociale, ne vont plus de soi. Et même d'ailleurs le projet collectif n'est plus si évident, et on pourrait presque dire le projet républicain. On voit bien à travers ces très rapides propos que non seulement nous vivons une société en mutation, mais les besoins humains se sont profondément transformés. Et donc que l'action publique doit profondément évoluer. Elle doit profondément évoluer autour de comment, au fond, susciter, à travers toutes les politiques, le soutien à la création de liens sociaux et de repères plus partagés. Au fond, comment on peut retrouver ensemble le goût du collectif. Et je veux porter à travers cela l'idée que nous partagions une ambition forte humaine. On a bien une ambition économique, on a bien une ambition technologique. Eh bien, pourquoi ne porterions-nous pas collectivement une ambition humaine, une ambition pour l'homme et la femme, excusez-moi. Mais vous avez bien compris, c'est au terme générique, c'est bien entendu l'idée que nous devons faire une place importante à l'homme dans notre société. C'est bien entendu autour d'une quête de sens, autour de valeurs à construire, d'une éthique, je dirais humaniste, qu'il faut faire société. Et faire société, c'est indiscutablement travailler bien sûr sur la capacité à chacun à être autonome, mais aussi sur la nécessité de chacun à gérer notre interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre et pour grandir. C'est pas seulement vivre, c'est aussi grandir et grandir ensemble. C'est au fond les valeurs partagées de l'économie sociale et solidaire.
Et je dirais même qu'à travers cette logique de l'interdépendance, c'est comment est-ce qu'on construit une société où il fait bon vivre ensemble, qui développe un état d'esprit de coopération entre les habitants, et pourquoi pas, si on fait société, on pourrait même faire monde, puisqu'on a évoqué plein des pays avec qui nous avons intérêt à grandir aussi. Je vous remercie de votre attention.